Alors, donc, je voulais commencer avec toi, Brigitte, parce que L214, une association qui lance des alertes et qui relaie aussi des lanceuses et des lanceurs d'alerte. Vous faites ça depuis de nombreuses années maintenant, et je voulais savoir déjà que tu nous expliques un petit peu dans l'histoire de L214, comment ça a évolué pour vous, et les obstacles que tu identifies aujourd'hui dans votre façon de procéder. Merci pour l'invitation, merci pour cette superbe exposition et puis pour cette thématique sur la question des lanceuses et des lanceurs d'alerte. Donc L214, c'est une association aujourd'hui qui a 14 ans, donc ça commence à faire un moment, mais on avait commencé un petit peu avant. Les premières enquêtes qu'on a faites, en fait, pour montrer ce qui se passait ici, aujourd'hui et maintenant. Parce que vraiment, nous, on avait un petit collectif de personnes qui remettent en cause le fait de considérer les animaux comme de la nourriture. Et donc, on voulait montrer concrètement la façon dont on traite les animaux. À l'époque, on a commencé par une petite partie, puisque quand on distribuait les tracts, les gens nous disaient oui, mais ce que vous nous montrez, enfin, ce que vous décrivez là, c'est aux États-Unis, c'est dans les pays de l'Est, c'était il y a 50 ans, mais en France, nous, on ne fait pas du tout comme ça, vraiment, c'est des trucs qu'on ne voit pas chez nous. Donc on a commencé par montrer ce qu'était la production de foie gras, et à l'époque, pour montrer ces images, il suffisait d'aller se promener dans le Gers, dans les Landes, et puis les portes s'ouvraient finalement assez facilement, puisqu'il n'y avait pas d'image qui circulait de la façon dont on élève, qu'on transporte, qu'on tue les animaux, qu'ils soient élevés. Vincent Leveur et Paul arrive aussi. Prenez place tous les deux. Donc voilà, donc au départ, c'était, j'ai envie de dire, c'était simple de pouvoir avoir des témoignages. Et de filmer directement. Alors au départ c'était le caméscope familial, et puis au fur et à mesure tout de suite l'association a eu pas mal de soutien, donc on a grandi en même temps que les freins en fait sont arrivés les uns derrière les autres. Notre première assignation en justice nous a fait tout drôle, c'est sur les questions qu'on a fait qu'il ne fallait pas faire. C'était pour des élevages de lapins, où on montrait justement les lapins dans les cages. On avait des images de mise à mort de ces lapins avec des coups sur la tête. On avait ce qu'ils appellent l'équilibrage des nids, c'est-à-dire quand ils trient les lapros, ils ne les gardent pas tous, donc ils les assomment sommairement sur le rebord d'une caisse et puis ils les mettent dans les poubelles. Donc voilà, première assignation, parce que nous on garde de transparence sur la façon dont on pouvait obtenir les images. Donc, on a appris que non, il ne fallait pas forcément dire la façon dont on obtient les images. Donc on a eu plusieurs comme ça, assignations en justice les unes derrière les autres. Globalement, on remporte plutôt les procès, ce qui est une chance, parce qu'il y a certains procès quand même qui nous font peur. S'ils arrivaient au bout, ça voudrait dire que la justice considère que finalement, montrer ce qui se passe derrière des murs clos qui relèvent de l'intérêt général, qui relève du bien commun, enfin de savoir de quelle façon est produite notre nourriture, entre guillemets, ça me semblait vraiment important. Les vidéos dans les abattoirs, et tout ça, on ne pourrait pas les sortir s'il fallait, comme on l'a vu dans certaines décisions de justice, que les exploitants aient donné leur accord. Imaginez un peu. Donc voilà, après on a vu qu'on commençait à déranger au niveau de l'État. On a commencé à voir des messages qui circulaient sur comment finalement l'État avait deux façons de réagir par rapport à l'alerte qu'on lançait par rapport à la condition animale. Soit il traitait le sujet, et donc il agissait de façon à ce que les animaux aient des conditions différentes, soit il étouffait l'alerte. Bon, sans surprise, le choix a été fait plutôt d'essayer d'étouffer l'alerte. Et donc là, on a vu arriver notamment en 2019, Délétère, la cellule Délétère, la convention passée entre ministère de l'Intérieur, gendarmerie nationale, FNSA, le principal syndicat agricole, le plus important et celui qui défend le productrice et le modèle majoritaire actuel qui est un modèle intensif.
et puis les jeunes agriculteurs. Et là, c'était vraiment d'essayer de mettre sous surveillance, mettre du suivi sur les personnes, organisations qui dénoncent un modèle agricole qui atteint à la condition animale et qui atteint à l'environnement. Et donc la question des pesticides, etc. Voilà, on l'a attaqué en justice, on a obtenu que le suivi ne fasse plus partie de ses missions, mais c'est en appel, l'État a fait appel. Voilà, on a vu aussi des missions d'information sur les entraves aux activités légales qui sont portées par certains députés pour là aussi essayer d'étouffer l'alerte. Et puis dernièrement, vous en avez peut-être entendu parler de l'amendement anti-L214 porté par Marc Le Fur qui vise à essayer de faire que les adhérents d'organisations qui se sont rendus coupables d'intrusion dans des élevages ou des bâtiments industriels ne puissent plus bénéficier de réduction d'impôts. Et on sait qu'il va être représenté là dans une semaine. En fait, il revient, donc là aussi, dans les informations, voilà, il revient présenté dans le projet de loi de finances. Donc voilà, il y a vraiment une volonté d'essayer de couper financièrement d'un côté, et puis il y a aussi des grandes entreprises de dénigrement. L214 est dépeinte par ses détracteurs comme une association qui serait violente, qui serait contre les éleveurs, qui serait anti-tout, etc. L214, c'est une association pacifiste et qui défend une idée de communauté qui soit élargie au-delà des êtres humains, qui montre par des preuves, qui se rencontre le monde dans lequel elle est, qui propose des choses pragmatiques, comme la fin de l'élevage intensif, une diminution de la consommation de viande, mais qui nous invite à rêver d'un monde où vraiment on cohabite avec les autres animaux plutôt que de les considérer comme des ressources à notre disposition. Et ça fait de nous des extrémistes. Merci Brigitte pour ce premier petit aparté. Quand on a préparé cet échange, tu me disais aussi que les formes d'ostracisation vous excluent aussi. Je ne sais pas si tu as envie d'en parler aussi, ça faisait partie de la liste, c'est qu'on a identifié toutes les deux. Oui, alors on a lancé beaucoup d'alertes, notamment beaucoup d'alertes sur la question des abattoirs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la réforme d'Alès 2015, on y voit des chevaux, des bovins, des cochons, des moutons qui sont abattus, tués dans cet abattoir. On a montré ensuite le Liban, et là il y a un député qui s'est saisi de la question et qui a lancé une commission d'enquête sur les abattoirs. Il a fait ses travaux pendant 6 mois, il a fait une proposition de loi dans laquelle figurait un comité national d'éthique des abattoirs. La loi n'est pas allée jusqu'au bout, mais le gouvernement a décidé de créer cette entité. Donc directement issue de l'alerte donnée par L214. Donc quand cette unité se crée, nous, on demande à y rentrer. Dire, parce que c'est un comité, comme il y a des ONG qui sont dedans, des professionnels, des agents de l'État, est-ce que nous, s'il vous plaît, on peut rentrer? Et là, on a eu une fin de non-recevoir. Non, vous ne rentrez pas. Et la raison donnée, c'est que les industriels, les professionnels de l'agroalimentaire, les syndicats, ne veulent absolument pas que L214 soit présente dans ces instances-là. Et d'ailleurs, nous n'avons jamais reçu de courrier à toutes les sollicitations qu'on a envoyées vers le ministère de l'Agriculture. Nous n'avons jamais eu de réponse. C'est-à-dire qu'on est complètement ignoré, mis sur le côté par rapport au gouvernement. Merci pour cette précision. Je vais passer la parole à Inès maintenant dans ce premier tour de table où je vais demander à chacun et chacune de revenir sur son histoire, de lanceur et lanceuse d'alerte, et de revenir aussi sur ces principaux obstacles que vous rencontrez. Donc toi Inès, tu exerces depuis 2008, tu es spécialisée du coup sur ces enquêtes sur les questions écologiques et sociales. Et depuis 2011 particulièrement, tu t'intéresses aux questions d'agriculture et d'agroalimentaire, notamment en Bretagne. Tu as publié, ce journal breton Fabrique du silence sur France Culture, Commission les pieds sur terre. Commission les pieds sur terre, et surtout cette BD Aldebert aussi qui a été très saluée, Aldebert, l'histoire interdite.
que ça c'est un problème du silence, histoire interdite. Et donc je voulais qu'on revienne avec toi justement sur ce chemin qui a été le tien et sur les menaces que tu as identifiées, sur les procès aussi en diffamation qu'on a intentés, et puis voilà, sur les derniers déroulements de ces derniers mois, dont on a pu déjà un peu parler. Oui, en fait, je ne sais pas par quel bout commencer, je ne sais pas si je raconte plutôt mon histoire personnelle ou en fait le fait que depuis 1 an on a identifié avec d'autres collègues journalistes, femmes, on est une petite dizaine, on a identifié que en fait, les journalistes qui travaillaient au long cours sur les questions agricoles et agroalimentaires et qui s'étaient spécialisés sur ces questions, ils faisaient le constat que c'était des femmes précaires, pigistes, et qui vivaient sur leur terrain d'enquête et qui subissaient différentes formes de violence et d'agression. Je pense notamment à ma collègue Morgane Large, dont vous avez dû entendre parler, qui vit, je ne suis pas très loin de chez elle maintenant, en Centre-Bretagne. Et elle travaille depuis très longtemps en Centre-Bretagne pour une petite radio locale. Et suite à une enquête qu'elle avait faite sur le financement de 100 nouveaux poulaillers industriels par la région Bretagne, en Bretagne et parfois dans des bassins à algues vertes, on sait que la production de lisier, de déjection animale dans ces zones très sensibles, dans ces zones environnementales sensibles, est problématique, où il faudrait au contraire réduire la pression animale. Là, les poulaillers étaient au contraire subventionnés, poussés à être créés. C'était des poulaillers de plusieurs dizaines de milliers d'animaux. Elle a donc enquêté sur ces poulaillers pour le journal Reporter. Elle a témoigné de cette enquête dans un film qui s'appelle Bretagne la sacrifiée sur France 5. Et à la suite de ce simple témoignage, elle a eu une série de pressions. Son chien a été empoisonné. Elle a découvert une roue de ses voitures déboulonnée alors qu'elle avait roulé sur la 4 voies avec cette voiture. Les portes de sa radio ont été forcées, les clôtures de ses bêtes parce que les animaux étaient ouverts, etc. Donc il y a l'histoire de Morgane, il y a aussi Hélène Servel, qui est aussi journaliste indépendante, qui travaille un peu pour Bastamac et pour Reporter, du côté d'Avignon sur la production, les zones intensives de production maraîchère, et elle travaille sur l'emploi de main-d'œuvre migrante. Et elle s'est faite. Elle a travaillé comme fixeuse pour Envoyé spécial. Et pendant ce tournage, il y a un agriculteur au volant d'un pick-up qui employait beaucoup de main-d'œuvre dans des conditions un peu dégradantes, qui a foncé sur l'équipe de tournage et qui s'est arrêté à quelques millimètres d'eux alors qu'ils étaient en train de filmer. Donc tout a été filmé. Ça montre aussi l'impunité de ces personnes, puisque là, il a osé faire ça alors que les preuves étaient en train d'être il était filmé, quoi. Et puis il y a Marianne Capridin qui vit du côté de Nantes et qui travaille pour Disclose notamment, et qui a été poursuivie pour un très bon film sur la FNSEA qu'elle a fait, poursuivie par la FNSEA. Bon, puis il y a d'autres personnes, mais tout ça pour dire qu'en ce moment, avec ces personnes, on a monté un collectif, on essaie un peu de recenser en fait les difficultés qu'on a pour mener nos enquêtes, en dehors du fait qu'on est pour la plupart précaires, et dans les difficultés qu'on a, il y a des difficultés déjà avec les médias en fait qu'il faut mettre en lumière. Souvent, bon moi c'est moins mon cas, mais je parle aussi en leur nom. On travaille donc sur des terrains d'enquête parfois pour des médias locaux, et en fait les médias nationaux peuvent employer mes collègues comme Hélène Servel ou Morgane Large comme fixeuse ou comme transmetteuse d'infos. Et en fait, par exemple, Morgane, quand elle a témoigné pour France 5, elle s'est retrouvée ensuite avec ces pressions très importantes dont vous parlez, et à avoir aucun soutien quand elle a porté plainte pour mise en danger de sa vie, pour atteinte à sa liberté d'expression. Elle n'a pas eu de soutien du média national qui lui avait demandé de témoigner, quoi. Ou Hélène Servel, qui mène ce terrain d'enquête depuis très longtemps du côté d'Avignon, elle est juste employée comme fixeuse pour 2-3 jours par des médias nationaux. Et souvent, elles ont du mal en fait à proposer leurs sujets qui ont pourtant une valeur d'information très très importante, quoi. Et aussi, on a toutes des pressions en fait directement des industriels de l'agroalimentaire, qui sont des pressions encore
plus importantes que les difficultés qu'on a à travailler dans certains médias nationaux. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des procès en diffamation, enfin, j'en ai eu 2. Et l'un pour un article que j'avais fait pour Bastama, l'autre pour la bande dessinée. Et donc c'est des procès très longs. En tant que journaliste indépendant, en plus, on n'est pas payé pendant qu'on se défend, parce qu'on n'a pas de rédaction, donc quand on ne travaille pas, on n'est pas payé. Les instructions, enfin, pour l'album notamment, c'était une instruction de 18, enfin, pas l'instruction, mais le temps de défense était de 18 mois avant l'audience. Et puis finalement, l'industriel, qui était un lobbyiste, qui travaillait au service de l'industrie agroalimentaire, s'est désisté quelques jours avant l'audience. Donc c'est vraiment des formes de procès bâillons qui font après réfléchir à plusieurs fois avant de se relancer dans une enquête et puis qui incite un peu au silence, parce que c'est vrai que ça fait peur à tous les autres journalistes, notamment de la presse locale, de s'attaquer à ce genre de sujet. Et puis on peut voir que peut-être que le système judiciaire a quelques faiblesses, c'est-à-dire que quand les industriels comme ça se désistent de leur plainte au dernier moment, on a le petit média par exemple Bastama pour lequel il travaillait, il avait payé un avocat, ça lui avait coûté cher et puis il n'a aucun moyen de se faire indemniser. Enfin, il pourrait faire un recours mince, je me tiens plus des bonnes instructions. Non, c'est-à-dire que la plainte était. Le dédommagement d'une plainte n'était pas vraiment sérieuse. Et en fait, ça lui demande. Les dédommagements qu'on peut espérer sont assez faibles, d'une hauteur d'environ 1 000 €, alors que ça demanderait des nouveaux frais judiciaires pour se défendre dans ce genre de procédure, donc ils ont laissé tomber. Et puis Morgane, par exemple, qui a porté plainte, elle, en fait, le dossier judiciaire est au point mort complètement. Et Hélène Servel, qui travaille comme fixeuse pour envoyé spécial, elle, carrément, en fait, la gendarmerie lui a incité à ne pas porter plainte, parce qu'ils lui ont dit bon, bah voilà, il y a déjà les 2 journalistes de l'envoyé spécial qui portent plainte, vous étiez que fixeuse, donc c'est pas la peine. Et puis, l'agriculteur qui les a agressés, qui était filmé, en fait, il y a eu un non-lieu. Voilà. Il n'y a pas eu de. Il y a juste eu un rappel à la loi. Donc, du coup, intimidation.